Mesdames et messieurs, merci de suivre la DDH News Télévision, DDH Droits de l'Homme. Actualité, nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, au siège de la nouvelle société civile congolaise. Je rappelle que c'est une structure citoyenne qui compte déjà plus de 600 organisations et qui fait la défense des droits de l'homme. Nous recevons pour vous Jonas Tchombela, qui est le coordonnateur national de cette structure. Avec lui, nous allons parler de l'actualité. Et l'actualité politique aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Jonas Tchombela, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez certainement suivi que la Cour constitutionnelle, la haute cour, a fini par publier son arrêt par rapport au contentieux électoral, quand les listes définitives des candidats députés nationaux. Première lecture parce qu'on nous dit qu'il y a plus de 1400 dossiers qui ont été rejetés. Oui, c'était prévisible. Lorsqu'on a vu les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées, il fallait s'attendre à des requêtes de ce type-là, de cette taille. Donc, rejetés, ont-ils eu le temps de les lire complètement? Bon, je ne sais pas. Vous savez que cette institution tranche à premier et dernier ressort. Oui. Il n'y a pas appel. Ces arrêts ne sont pas attaquables. Ne sont pas attaquables. Donc, c'est de Dieu sur la terre. C'est de Dieu sur la terre. S'il les tranche, c'est fini. Il n'y a plus d'autres voies de recours. Mais ils peuvent aussi être humains. Parce que tout être humain a l'une des caractéristiques de l'être humain, c'est l'imperfection. Mais nous avons l'impression que cette cour, dans les conditions qui sont faites, nous sommes de ceux qui pensent qu'il faudra dans l'avenir, on puisse penser aux réformes de la Cour constitutionnelle et qu'on y institue une chambre d'appel à l'intérieur. Ça peut peut-être atténuer les difficultés qu'on a connues en 2018, les erreurs matérielles, oui. Invalidées, réinvalidation, tout ça. Et ça touche quand même à la morale publique. Ça touche quand même à la morale publique, mais beaucoup de requêtes ont été déposées. Et là, il n'y avait que 43, ce que je sache, ce que j'ai vu, 43 qui ont été déclarés recevables et fondés, ce qui du coup faisait valider ce qui siégeait déjà au niveau de l'Assemblée nationale. D'autres perçoivent. Ça relance notre débat, peut-être que nous y reviendrons, mais je n'étais pas surpris de ces arrêts, connaissant les us et coutumes de cette cour depuis les contentieux passés. Je ne m'attendais pas à de grands changements, c'était prévisible. On voit un parti qui, avec la CENI, n'avait même pas eu le seuil, du coup, son chef élu, est-ce que c'est lui seul qui a atteint le seuil comme Matata Pogno? Tout ça sont des questions à élucider. D'autres ont été invalidés. Bon, il n'y a qu'elle-même, la Cour, qui connaît la motivation. Bon, je ne sais pas si la nouvelle société civile congolaise a pu mener des enquêtes parce que souvent aussi vous faites le monitoring. Nous avions appris de certaines sources que beaucoup de ceux qui avaient déposé le recours n'avaient pas de preuves. D'avoir gagné les élections. Mais vous savez que les choses ont été, j'ai l'impression que c'était planifié de manière à ce que les gens n'aient pas de preuves. Comment ça? Mais c'était planifié en amont déjà par la CENI elle-même. L'article 80 des mesures d'application de la CENI, de la loi électorale, dit que si quelqu'un n'a pas eu le PV dans les bureaux de vote ou dans les centres de vote, peut par simple lettre écrire au chef d'antenne et le chef d'antenne peut lui donner le PV. Mais il y a un ici en scellé. Il y en a partout d'ailleurs. Personne ne pouvait même pas prendre la lettre pour qu'ils aient réception. Ils ont refusé. En amont, déjà, la CENI n'a pas sanctionné ce genre. Nous allons travailler sur cette loi pour qu'on mette les sanctions. Un chef qui se comporte comme celui d'un scélérat, on doit quand même les sanctionner. Donc, déjà la CENI elle-même ne remettait pas de PV. C'est une illusion de faire croire aux gens qu'on a affiché et que les gens n'ont pas pu prendre. Bon, la réalité sur le terrain était que dans certains endroits, les agents de la CENI refusaient même l'entrée des observateurs dans les bureaux de vote, même l'entrée des témoins dans les bureaux de vote. Mais il y a même des candidats qui s'amenaient avec des gens par foule. Ils entraient avec eux, ils le faisaient voter. Ça existe. Ce sont des choses qui sont connues de toute la population. Ce qui a mené la CENI elle-même de comprendre qu'elle était débordée, d'invalider
près de 82 compatriotes, et à cause de la fraude, des machines à voter qu'ils détenaient, des choses comme cela. Alors, c'est comme ça que je pense qu'il y a certaines choses qui ont été, soit le leadership de la CENI n'était pas conscient des agents qu'il a mis en place, qui avaient d'autres agendas pour le faire discréditer, mais ils ne savaient pas. Ou ils le savaient, ils ont participé au jet. Parce qu'aujourd'hui, administrativement, certains agents de la CENI ont été sanctionnés, c'est ce qu'on sait. Oui. Mais la suite, c'est quoi? Il y a réparation. La deuxième liste qui a été promise des gens qu'il fallait invalider, elle est où? C'est pourquoi je commence à penser que certaines choses sont traitées soit politiquement, soit que c'était planifié pour ces faits-là que nous connaissons aujourd'hui. Mais il y a quand même une question qui dérange aujourd'hui sur le plan de la société, sur le plan moral. Je prends l'exemple de l'Assemblée nationale, vous y avez fait mention là en passant rapidement. Le bureau d'âge qui a été mis en place, le bureau a siégé, il a traité de certains dossiers. Mais aujourd'hui, les membres de ce bureau-là, quelques membres, quelques députés, sont invalidés. Et sur le plan de droit, je pense que vous n'êtes pas juriste, mais vous avez fait vous faites beaucoup de recherches en droit. Qu'est-ce qui en deviendra? Est-ce que les actes qui ont été posés par ces députés non élus, parce qu'invalidé aujourd'hui, ça veut dire qu'ils n'étaient pas élus. Ils n'étaient pas élus. Et qu'est-ce que ça va devenir? Mais c'est ça le Congo. Le Congo vit de l'arbitraire à tous les niveaux. De l'arbitraire à tous les niveaux. Et ça a commencé d'abord par le Parlement lui-même. Ça devait être le secrétaire général qui devait convoquer le Parlement. Curieusement, l'ancien président de l'Assemblée nationale, réélu, député national, c'est lui qui va convoquer l'Assemblée nationale. Son communiqué existe, parce que nous on fait le monitoring, on a gardé ça. Mais il avait convoqué comme le doyen d'âge. Non. D'abord, son mandat était terminé. Oui. Il y avait de nouveaux députés. C'est l'administration, le secrétaire général du Parlement qui devait convoquer. Mais ça n'a pas été le cas. Vous voyez déjà l'entorse. Ça ne commence pas à ce niveau. Du coup, on réunit les gens avec les députés élus provisoirement par la CENI, dans l'idée d'attendre les résultats définitifs au niveau de la Cour constitutionnelle. Du coup, les jeunes gens se retrouvent au bureau. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle démontre que ces gens-là n'ont pas été élus. Donc, ils ont décidé à la place des gens élus. À la place des gens élus. Maintenant, les décisions prises. Les actes qu'ils ont posés. Oui. Un non-élu qui pose des actes au nom des élus. La valeur juridique. Nous attendons l'interprétation au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que c'est elle qui interprète. C'est elle qui est spécialiste dans ce domaine. Donc aujourd'hui, là, les députés nationaux sont obligés de lire d'autres membres pour compléter le bureau. Vous imaginez, non seulement que ces hommes, ces collègues, ces compatriotes, j'allais dire, qui sont au niveau des bureaux de l'Assemblée, ils étaient là-bas provisoirement, oui, mais sans qualité. Sans qualité. Sans qualité. Mais ils décidaient au nom de ceux qui ont la qualité. Et présidaient même. À part ça, nous nous posons la question, les sorts des actes qu'ils ont pu poser, est-ce que ces actes-là étaient légaux? Deux, ils ont eu quand même à utiliser les moyens d'État sans qualité. Sans le mériter. Sans le mériter. Bon, ce n'était pas de leur faute. C'est un gâchis. Et bien alors, à qui maintenant on doit attribuer la faute? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui doit répondre. Nos yeux sont arrivés vers la Cour constitutionnelle, quoi. Est-ce que ce n'est pas le législateur, l'ancien législateur qui doit répondre? Parce qu'en fait, nous nous sommes dit, parce que certaines personnes ont estimé. Nous sommes dans un pays où il y a trop de jets de passe-passe, où tout se passe avec beaucoup de légèreté. Pourquoi ne pas attendre les élus définitifs au niveau de la Cour constitutionnelle? C'est la question que j'allais vous poser. Oui, pourquoi ne pas attendre? Mais c'est ça lequel nous devons attendre. Il y a certaines personnes qui ont estimé que désormais, au regard de ce qui vient d'arriver plus tôt, que désormais, il faudrait que le bureau d'âge, le provisoire d'âge là, soit mis en place après les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. C'est ça notre démarche. Et je crois que nous sommes parmi les rares
structures de la société civile du pays qui lancent le débat sur cette question. Vous avez déjà lancé le débat? Le débat est lancé. Nous sommes parmi les rares. Pendant que les gens se battent pour être au gouvernement, pour arracher tel poste, nous on réfléchit aux réformes du traitement du contentieux électoral. Pour résoudre cette question qui nous a fait perdre du temps, inutilement, je ne sais pas si ils ont gaspillé des moyens. Ils gaspillent les moyens. 43 députés se retrouvent aujourd'hui dans la rue, mais ils ont consommé quand même les moyens d'État. Ils ont validé quand même certaines choses, certains même dans des commissions responsables. Vous voyez, là où on traîne le pays. On dirait que tout doit être à refaire aujourd'hui. Ou bien ils diront que c'est la majorité. Bon, je n'ai pas encore lu le règlement de l'intérieur. Va très mal, et très mal même. Quelles en sont les causes? Les causes seraient quoi, Jonas Soumbel? Nous partons de la légèreté avec laquelle nous, j'assume ça. Nous sommes aussi parmi les rares qui avaient soutenu le processus. J'assume. Mais les gens ne doivent pas profiter des soutiens que nous avons portés au processus. C'était pour faire avancer une cause juste. Mais ils nous ont pris pour des enfants. Pour ne pas faire les choses telles qu'ils les prédisaient. Vous voyez ça? Donc, la cause, il faut partir d'abord de la CENI, qui a engagé des gens, on a fait semblant qu'on les formait, mais qui manquait aussi les moyens pour encadrer ces gens. Que voulez-vous? Quelqu'un qu'on paie 35 $ pour cet exercice-là, mais devant quelqu'un qui lui donne 1 000 $, il fera quoi? Les élections ont pris les coups à cause des choses. Certaines permutations ont été organisées au niveau de la CENI, le changement de chef d'antenne, sans tenir compte des réalités. Quelqu'un qui te déplace à un endroit où il était déjà stabilisé, on va dire qu'il avait déjà des acquaintances avec les candidats consorts. Mais vous l'envoyez à un nouveau site où il ne connaît personne. Il ne sait pas vivre, on lui paye difficilement. Il fait quoi? Donc, nous partons d'abord du pouvoir organisateur. De deux, nous partons aussi du pouvoir qui finance le gouvernement, qui n'a pas su sécuriser, pour preuve, il y a des endroits de la République qui n'ont pas pu voter, qui n'a pas pu sécuriser le processus de façon digne. Le cafouillage était total. Nous qui étions en train de l'observer à Kinshasa, on a vu dans certains bureaux comme si ce n'était pas les élections, quoi. Ce n'était pas les élections. Comment d'abord les machines à voter se sont retrouvées dans les mains des gens? Et s'il y a des sanctions administratives, comme je le disais tout à l'heure, mais il faut qu'il y ait quand même une sanction judiciaire. Et vous pensez que ces machines-là sont sorties par une voie quelconque à travers les agents de la CENI? Qui peut se donner le luxe d'aller prendre un bien d'autrui sans en avoir l'autorisation du propriétaire? Est-ce qu'ils n'ont pas acheté le même modèle de machine? Ils n'ont pas commandé ailleurs? Est-ce que nous avons des services de renseignement dans ce pays? Et quel est leur rôle? Au niveau des militaires, au niveau des civils, quel est leur rôle? Est-ce que ces machines-là ne sont vendues qu'à une institution qui organise les élections? Elles ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins? Quelle fin? Parce que c'est un dispositif qui a un mémoire, qui a tous les candidats de la circonscription et qui peut imprimer le bulletin pour éviter les bulletins que nous avons connus à l'époque, qui a toute la possibilité d'avoir, ça a réduit le travail. Ce que les Congolais ne savent pas aussi, ces élections, on dit que c'est un vote semi-électronique. On dit semi-électronique. Ça veut dire que les centres de compilation dans certains coins de la République, on ne sait même pas référer. Les plis restent entiers jusqu'à aujourd'hui. Donc des choses comme ça doivent être réfléchies. Je crois que pour le moment, l'élection à venir, il faut qu'on casse les bureaux locaux de compilation parce qu'il ne sert à rien. Et ça aussi, c'est un élément. Parce que comment sécuriser la voix de M. A vers le dispositif à voter jusqu'au serveur qui encadre tout le système? Est-ce que ce ne serait pas lié à la loi électorale elle-même? Est-ce que la loi électorale elle-même vous voyez que nous parlons ne doit pas être réformée? De réformes. Oui. Parle de réformes. C'est un élément de réforme. C'est un élément de réforme. Dans la loi, on a gardé la loi comme si on était avec le problème des bulletins sans disposition électronique. Et là, c'est que la CENI était un peu maligne.
a fait croire aux Congolais que les bulletins dans l'urne, vous pouvez le voir, quand les bulletins, tout ce qui reste dans la machine. Mais comment réfléchir pour sécuriser ce qui est dans la machine et que ça représente? J'ai rencontré, parce qu'au niveau de la nouvelle société civile, actuellement nous sommes en train de former, de chercher, de donner de l'information, renforcer la capacité des élus provinciaux comme locaux. J'ai rencontré une candidate qui n'avait pas gagné, qui me dit que je suis entré dans le bureau, ce qui peut arriver aussi, avec ma fille et mes 2 enfants. Nous avons voté ensemble ma candidature. Mais au sortir de ce bureau, quand ils ont affiché, je n'ai que 2 voix. Les voix de ces enfants sont allées où? Ça pose le problème de la sécurisation des dispositions électroniques de cette machine. Parce que comment nous, on va s'assurer que ce qui a été plongé là-bas, c'est ce qui a été transmis. Et là où c'est transmis, comment nous devons nous assurer qu'il y a des gens sincères là-bas qui ne vont pas changer les données. Donc il y a beaucoup de choses à discuter là-dessus, mais ce n'est pas le problème. Le problème qui se pose aujourd'hui, le contentieux électoral a créé d'autres frustrations. Nous avions déjà des frustrations créées par la CENI. La Cour constitutionnelle vient de créer d'autres. Bientôt, le gouvernement va créer encore d'autres. Et nous serons dans une société où on ne parlera pas de la cohésion nationale parce que nous sommes déjà divisés sur l'essentiel. Voilà, Jonas Chombel, merci. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous êtes en train de suivre la DDH News Télévision, c'est votre chaîne YouTube. Abonnez-vous, très nombreux, vous ne serez pas déçus. Vous aurez des numéros comme ça chaque semaine sur l'actualité avec des experts en la matière. Et même avec n'importe qui, nous sommes là sans aucune injustice. La maraîchère peut passer sur notre chaîne, le balayeur, le garçon qui cire les souliers. Nous recevons tout le monde. Jonas Chombel, c'est la dernière question que je vous pose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a encore des élections, des gouverneurs et des sénateurs qui restent. La corruption qui est presque le sport national, que tout le monde connaît, on s'illustre. Le sport national, c'est quand même fort. Oui, mais il y a l'impunité. Tu as vu où est-ce qu'on a déjà sanctionné quelqu'un qui a été corrompu? On venait de sanctionner ici, Jonas Chombel, les candidats qui avaient osé frauder. Mais au nom de quelle loi? La CENI a pour mandat d'organiser les élections. Mais il n'a pas un autre mandat que ça. C'est au nom de quelle loi? Nous sommes où? Elle a invalidé. Elle n'a pas mis en prison. Alors sortez le texte qui donne cette possibilité d'invalider. Il n'y a que la justice qui peut invalider, qui tranche. Nous pouvons considérer ce qu'elle a fait comme des mesures administratives. Parce qu'elle n'a pas mandat. Elle a mandat d'organiser les élections et les référendums. Point barre. C'est les 2 missions essentielles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut réfléchir sur la loi électorale. Quelles sont les dispositions qui ont posé problème? Mais vous ne serez pas écouté. Vous avez réfléchi longtemps avant ce scrutin. La nouvelle société civile a organisé des ateliers de formation sur des réformes. Écoutés par les gens qui estiment qu'ils ne sont pas passés par l'élection réelle par le peuple. Quelqu'un qui avait un dispositif maintenant électronique à la maison, il ne peut que se fier à celui qui lui a donné ce dispositif. Il est redevable à celui-là qu'à la population. Maintenant, nous avons des députés. Beaucoup se plaignent. Parmi ceux qui ont été invalidés, il y en a qui sont érigés à mur contre les réformes que nous voulions apporter pour eux. Parmi ceux qui sont invalidés, aux gens qui plairent. D'autres même nous appellent. Mais vous avez gardé le silence. Mais quand tu gagnais, tu savais qu'il y a des gens de l'autre côté qui peuvent parler. Mais quand nous venons avec des lois, quand nous venons avec des propositions pour améliorer que le système soit équitable, équilibré, vous faites du jeu politique parce que vous êtes dans une position politique. Maintenant, quand vous bousculez, vous revenez vers cela que vous n'écoutez pas. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut faire, il faut quand même réfléchir. Mais je ne pense pas qu'avec l'actuel Parlement, on pourra obtenir des réformes. Peut-être à la longue. On pourra obtenir des réformes significatives. Parce que parmi eux, il y en a qui viennent des dispositions électroniques qui n'ont pas été votées telles qu'on entend. Alors, peut-être que les gens peuvent changer aussi.
Parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de tout ça. Les gens peuvent changer et prendre l'option d'avoir une loi électorale impersonnelle, moins la pesanteur politique qui est dedans. Nous devons aussi réfléchir si la CENI, la désignation des membres de la CENI dans la loi organique. Le mode actuel de désignation de la CENI fait que la CENI a la pesanteur politique sur eux. Ils ne peuvent pas agir vraiment en toute indépendance comme on le croit. Il faudra qu'on casse la pesanteur politique. Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer la CENI tout simplement et laisser au ministère, au gouvernement d'organiser les élections à travers le ministère de l'Intérieur? Déjà, si aujourd'hui c'était notre ami Maître Pister Kazadi qui organisait les élections, tout le monde crierait. Si déjà Kadima avec la CENI ont organisé, on criait, mais si c'était Pister Kazadi, ce serait pire. Nous sommes dans une société déchirée. Il n'y a pas la confiance, la méfiance est totale. On sait que quand elle est là-bas, voilà ce qu'il va faire. C'est ça le travail qu'il faut faire. Les élections, au lieu de nous unir, nous déchirent et le pays est menacé. Les élections que nous avons passées le 20 décembre 2023, c'était une opportunité pour nous. Ceux qui ont gagné, gagnent. Ceux qui ont perdu, perdent. Et puis nous pouvons réfléchir comment créer la cohésion nationale. Dommage, nous ne sommes pas dans le cas. Et le Congo est parti pour la gloire. La cohésion en a pris le coup. Jonas Chombel, regardez la caméra. Un petit mot sur le profil du gouverneur que la RDC doit avoir, au regard de ce que nous avons connu de 2006 à 2023. Je pense que c'est une question que vous me posez, mais dont la décision sera politique. C'est le fanatisme qui est comme critère là-bas. On parle même que, j'ai suivi le professeur Mbata parle de la corruption, il en parle même de la corruption. Donc si nous partons déjà sur un critérium fanatique, des alliances, vous n'avez qu'à voir comment les gens se déchirent et des réunions se tiennent. Mais qui associe la population? Parce que ces gouverneurs-là viendront pour diriger pour la population. Et ce critère que je vais dire ici, qui doit être un critère impersonnel de compétence, leadership, pour comprendre les problèmes de la communauté. Par exemple, à Kinshasa, on n'a jamais connu un bon gouverneur. Mais on est toujours dans les blabla. On nous fait des jets de lumière, on dit que Kinshasa est éclairé. Et 2 minutes après, il n'y a plus de la lumière. Allez sur l'aéroport. Quand les chefs d'État sont venus ici pour l'investir, ça éclairait partout. Maintenant, quand tu passes, c'est noir. C'est noir. Il n'y a personne qui peut répondre de ça. Donc, quel est ce gouverneur qui va lutter contre le Koulouna, les histoires des embouteillages dans la file, comment organiser nos frères motocyclistes pour casser les problèmes de circulation incontrôlée, autant d'éléments. Donc, si vous me demandez les critériums, moi je n'en ai pas, parce que j'ai affaire à des gens qui ont des critériums à eux. Merci beaucoup Jonas Chombel d'avoir accepté ce rendez-vous. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission, cet entretien. Le prochain numéro, c'est bientôt sur un autre sujet. Merci Jonas. C'est moi qui vous remercie.